préparer le futur africain afin d'éviter les devoirs du passé. Aujourd'hui, on peut dire préparer le futur congolais afin d'éviter les devoirs du passé. Le Congo, République démocratique du Congo, c'est les affres hier de Moïse Tshombe, mais aussi les erreurs de Joseph Kabila. La mafia internationale est en train de gangréner ce pays. Aujourd'hui, préparer le futur africain reçoit une personnalité, Madame Anasiji Mutoka, qui est la représentante du mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Mbemba. Jean-Pierre Mbemba, pour vous qui ne le savez peut-être pas, c'est celui qu'on avait envoyé à la CPI, qui a été blanchi par la suite par la CPI et qui est retourné en République démocratique du Congo et qui est maintenant ministre de de Tshisekedi. Ceci dit, il y a des accords entre la République démocratique du Congo et les Américains. Et ces accords viennent d'être signés. Est-ce que ce sont de bons accords ou pas? La question mérite d'être posée parce que la République démocratique du Congo a traversé des moments très difficiles, des moments douloureux, des moments de crimes de masse. Alors, les Américains se sont mêlés dans cette affaire qui est assez difficile et assez compliquée. C'est Trump qui envoie son représentant pour signer des accords aussi bien avec le Rwanda qu'avec la République démocratique du Congo. Madame Mutoka, la question vous va directement. Est-ce que ce sont de bons accords ou de mauvais accords? D'abord, bonjour, merci. Nous, on voulait plutôt que la grande puissance puisse s'ingérer dans cette affaire, qu'il y ait des accords. Et je dirais que ce sont des bons accords comme disons, ce sont les États-Unis qui s'impliquent. C'est une bonne affaire. Madame Mutoka, moi j'ai vu des hommes politiques dire que ce sont de mauvais accords. Le prix Nobel de la paix n'est pas d'accord. Il dit que ce sont de très mauvais accords. Et vous dites que ce sont de bons accords. Sur quoi vous vous basez pour dire que ce sont de bons accords? D'abord, je reviens sur le prix Nobel de la paix. Depuis que les prix Nobel, est-ce qu'il y a la paix? Il a reçu vraiment, en tout cas, le trophée, mais la paix n'est toujours pas là. Ça fait plus de 30 ans que cette situation demeure. Et maintenant qu'une grande autorité décide qu'il y ait paix et qu'on réconcilie les deux voisins qui s'entretuent, s'entredéchirent, moi je crois que c'est une bonne affaire. On ne peut pas dire que c'est bon, mais lui, docteur Mukwege, il travaille beaucoup. Il est là juste à réparer les femmes qui sont violées, donc s'occuper des orphelins et tout ça. Mais non, mais il faut que ça cesse quand même qu'il fasse autre chose. Donc, ce sont des bons accords. Alors, le rôle de Joseph Kabila, qui a régné très longtemps, Madame Mutoka, dans ces conditions, il risque lui-même d'être blanchi. Je ne sais pas pourquoi et comment on doit le blanchir. Joseph Kabila est là. Depuis qu'il est là, ces conflits demeurent. Depuis qu'il est là, il n'a jamais rien fait pour que ça puisse s'arrêter. Et si effectivement, il négocie quelque chose, c'est toujours en défaveur des Congolais. C'est pour satisfaire les autres. Mais comme, voilà, disons, les choses ont changé, et nous pensons que c'est bien. On a déjà tourné la page de Joseph Kabila, et maintenant, nous sommes dans les accords avec Félix Antoine Tshisekedi à la tête, avec son gouvernement. Et nous sommes contents. Mais Madame Mutoka, avant de passer la parole à la jeunesse, je vais vous poser une question. Est-ce que Kagame, si cet accord vous semble être de très bons accords, est-ce que Kagame va s'en sortir facilement? C'est-à-dire que Kagame, Madame Mutoka, vous ne pouvez pas le nier, Kagame a agressé votre pays.
Kagame, non, Madame Moutoka, je vous dis les choses telles qu'elles sont. Kagame a agressé la République démocratique du Congo très longtemps. Kagame a servi la mafia internationale pour pouvoir déstabiliser votre pays. Un accord qui fait la part belle à Kagame, est-ce que c'est un bon accord? Voilà le problème. Bon, disons que Kagame était intouchable. C'était le sang qui était là, qui ne parlait presque pas, mais qui faisait parler les actes. Hein? Ce sont ses troupes qui parlaient. Et personne ne pouvait lui dire qu'il est en train d'agresser, il est en train de tuer. Lui, il était toujours bien calme. Et pendant tout ce temps, il en profitait, il s'enrichissait. Et pour lui, c'était ça. Personne ne pouvait le taxer ou le condamner. Mais cette fois-ci qu'il est cité hein, publiquement, on sait très bien que c'est lui. Tout ce qui se passe là-bas, toute la misère que les Congolais connaissent à partir de l'Est, c'est Kagame. Et quand on lui dit qu'il faut maintenant qu'il retire ses troupes du Congo, voilà, maintenant, il n'a plus de mots. Il y en a même qui disaient que maintenant il est malade. Non, il n'est pas malade comme tel, mais il n'a pas compris comment ça tournait maintenant à sa défaveur parce que, en tout cas, il avait envoûté tout le monde. La jeunesse. Merci beaucoup. Moi, j'ai quand même une petite interrogation parce que vous dites que le fait que ça soit une grande puissance qui se mêle, c'est une bonne chose par rapport à cet accord, mais il se dit quand même depuis un grand moment que la raison aussi pour laquelle ces troupes sont présentes, en tout cas celle du Rwanda, c'est qu'elles étaient financées par les États-Unis, qui aujourd'hui est présenté comme l'intermédiaire de la paix. Donc, ne trouvez-vous pas qu'il y a une petite contradiction, à savoir pourquoi il décide aujourd'hui de faire la paix, alors qu'il la finance au niveau des troupes armées du Rwanda qui ont causé un peu tous ces déboires au Congo, et pourquoi, du coup, cela n'a pas été fait avant? Et de deux, quand on voit que la contrepartie est des minerais, donc une grande partie de minerais du Congo, ne pensez-vous pas que c'est aussi une perte pour le peuple, sachant que ça représente une grande richesse et que les plaintes aussi, c'est que le peuple souffre et qu'a besoin aussi de pouvoir utiliser ses ressources naturelles pour pouvoir les transformer au sein même du pays. Donc le fait que cette paix soit déjà d'une part faite par les États-Unis, alors que les États-Unis sont ceux qui finançaient les militaires rwandais, et de deux, qu'on leur donne les minerais, une grande partie de cela, ne pensez-vous pas que c'est un déséquilibre au niveau du Congo? Disons que officiellement, ce n'était pas comme ça. C'est comme nous sommes dans une maison. Dans cette maison, quelqu'un vient du dehors, mais il veut avoir la tête de la maman que vous êtes. Mais il passe par l'enfant qui est là. Il dit, mais vous n'avez pas, je peux vous donner autant d'argent, mais je réclame la tête de la maman. Bon, on ne le voit pas. Lui, il donne, il travaille en coulisses, et c'est l'enfant qui agit, hein, qui livre sa maman. Et quand on voit la personne qu'on prend sur le terrain, qu'on trouve en flagrant délit, mais c'est l'enfant qui est dans la maison et qui agit comme ça. Donc, on le condamne, c'est lui qui a fait ceci, c'est lui qui a fait ceci. Alors qu'il l'a fait pour satisfaire quelqu'un qui l'a commandé. Ah bon, voilà. Donc, on ne le connaît pas. Et maintenant, si on veut juger, on arrête qui? Qui est coupable? C'est celui qu'on a attrapé, là. On l'a attrapé, et puis voilà. Donc, c'est ce qui s'est passé. On voyait juste Kagame en train de travailler sur le terrain. C'est Kagame qui pillait les ressources de matières premières, et en les puisant, il les vendait aux choses, à ses maîtres. Il les vendait aux États-Unis, donc les industriels utilisaient cela, mais à un prix dérisoire. Et lui, il avait l'argent. Et pour se maintenir au Congo, c'est notre pays, il fallait maintenant l'équiper. Et on lui donnait tout. On lui donnait, voilà, les armes, on donnait l'argent pour qu'il puisse supporter les troupes qui travaillent sur terrain, puis ils étaient bien rémunérés, alors, mais on ne le voyait pas. Et même quand on regarde sur terrain,
on voit que ces gens sont en train de violer et tout ça. Mais ce ne sont pas les Américains qui violaient là-bas. Ce sont les Rwandais qu'on utilise et qui pillaient, qui violaient sur place. Je comprends que pour Kagame, tel que vous l'expliquez, c'est que voilà, c'est peut-être le retour de monnaie de sa pièce pour lui, en étant l'enfant qui a vendu la maman. Mais aujourd'hui, pour le peuple congolais, quelle est réellement la victoire? Donc oui, on fait le cessez-le-feu. Effectivement, ça arrête des morts subites telles qu'on voit depuis des siècles et des siècles. Mais en ce qui concerne son futur, son avenir, aujourd'hui, c'est d'enlever, couper la tête de l'intermédiaire pour passer directement à la personne qui contrôlait les opérations et en même temps leur donner des minerais. Moi, j'aimerais juste comprendre quelle est réellement la plus-value de ça pour ce peuple congolais qui, depuis des décennies, attend reconnaissance du massacre qu'il subit et qu'aujourd'hui, c'est la réponse qu'on leur donne. Bon, je dirais tout simplement ceci. Chaque jour, il y a toujours des morts qui s'ajoutent sur les autres. Dernièrement, juste en prenant les deux provinces, il y a eu plus de 10 000 morts. De 10 000 morts, ils sont maintenant là, ils sont des autorités, ils font ce qu'ils veulent. Mais donc, c'est chaque jour que ça s'ajoutait, ça s'ajoutait. Et maintenant qu'on a pris la décision de ne plus voir les troupes rwandaises sur le terrain, donc ça va s'arrêter ce côté-là. Mais ce n'est pas fini. Le peuple congolais n'a pas encore cessé de pleurer ses morts. Ces morts, disons, qui ne sont plus. Ils ont laissé des familles. Les familles qui sont restées, ils sont blessés. Et celui qui a commis toutes ces morts, il est là. Donc, toutes ces guerres, il est là. Mais qu'est-ce qu'on va faire de lui? On lui dit de ne plus être là. Il va s'arrêter, il va rester chez lui, il ne sera pas dehors, il sera au Rwanda. Mais le problème, c'est qu'on coupe la source. Donc, il doit maintenant regretter parce qu'il perd des millions. Là, c'était une entreprise qui rapportait beaucoup. Il va le regretter. Mais le grand problème, c'est pour ceux-là, pour les victimes. Les morts sont morts, hein, terminé. Mais les victimes qui sont restées. Vous savez qu'il y a des villages où on est arrivé, on arrive, on prend d'abord le chef de village. En tout cas, on le tue et on transplante quelqu'un d'autre là-bas, un Rwandais, pour qu'il soit là. Parce que maintenant, c'est le Rwandais, c'est fini, ça reste pour nous, que personne d'autre ne vienne réclamer quoi que ce soit ici. Mais on a fait cela à un chef du village. Et vous, il y a des peuples qui sont partis, ils ne peuvent plus rester. Donc, des déplacés internes en République démocratique du Congo. Et là où ils sont dehors. Et parfois, ils sont sous les tentes, hein, pour s'abriter parce qu'ils craignent la mort là-bas. Mais cette fois-ci, la situation va se temporiser et ils doivent quitter. Ils doivent revenir dans, leur maison, même si les maisons ne sont pas, ils doivent récupérer leur champ, ils doivent mener une autre vie, ils seront stables au lieu d'être comme ça. Je me demande, est-ce que tous ces enfants qui étaient toujours en déplacement avec leurs parents, est-ce qu'ils allaient à l'école? Alors, mais cette fois-ci, en revenant sur ce terrain, ils vont reprendre une vie. Et qu'est-ce qui va être mis en place, justement, pour que cette stabilité, ils puissent la vivre? Oui, je crois que il doit y avoir les accords, ça vient de sortir. Ça a été signé par les ministres des Affaires étrangères du Rwanda et de la République démocratique du Congo le 27 juin dernier. Et il faut maintenant qu'on voie ce que ça veut dire. C'est-à-dire que on ne va pas seulement dire à Kagame de se retirer et c'est fini. Et si, lui, c'était si ces agents qui sont sur place ne se retirent, ne partent pas, qu'est-ce qu'on va faire? On a dit, mais même s'ils se retirent, c'est une autre paire de manches. Il a formé les milices M23. Il y a des Congolais là-bas qui sont au Congo, qui ont été financés, formés et qui vivaient de ça. Et maintenant, est-ce que ces milices congolais, ils vont se retirer aussi pour aller au Rwanda? Mais ils ne sont pas des Rwandais. Mais ils sont formés, ils ont tué, et c'était vraiment en tout cas leur job. Voilà, c'est encore un problème. Avec Kagame, il y a
les FDLR, qui sont là depuis 30 ans, depuis qu'ils se sont entretués eux-mêmes là. Donc les Hutus là, oh, ce sont les génocidaires, on ne veut plus de. Alors la MONUSCO a demandé qu'ils aillent habiter au Congo. Ils sont au Congo. Ils étaient jeunes. Maintenant, après 30 ans, ils ont quel âge? Quand ils étaient partis, les bébés ont déjà, disons, 30 ans. Et les gars qui ont même commis ces génocides-là, ils sont comment? Est-ce qu'on a dit qu'ils s'entretuent là-bas? Ils vont au Congo et ils seront des Congolais, ils vont rester des Congolais. On a toujours dit au dialogue intercongolais, pourquoi pas le dialogue inter-rwandais? Pour que ces Rwandais qui s'étaient entretués autrefois au Rwanda, mais qu'ils puissent maintenant rentrer chez eux. Rentrer chez eux. Non, Mais la est-ce qu'ils République vont être démocratique du Congo jugés, n'a pas du besoin coup, d'eux. est-ce qu'ils vont être jugés sur place, toutes ces personnes-là? Jugés sur place, le Jugés ou tribunal non? là-bas, nous avons normalement des trucs, crimes contre Oui, l'humanité, parce que l'atteinte l'Union africaine s'est même mêlée à cette décision-là. Oui. Donc maintenant qu'on reconnaît plus ou moins, même si ce n'est pas dit, qu'il s'agit d'un crime et d'un cessez-le-feu, est-ce qu'il va aussi avoir des jugements officiels avec toutes les personnes que vous venez de citer, justement, qui faisaient partie de ces troupes et qui sont encore présentes sur le territoire? Est-ce qu'on va simplement les laisser partir et dire qu'on on acte la paix, ou est-ce qu'il va quand même avoir un acte de reconnaissance qui va être un peu plus approfondi et des jugements, comme le dit la Constitution et la loi dans ce cadre, Ouais. envers ces individus qui ont décidé de prendre part au massacre? Nous avons la Cour pénale internationale de la haine. Alors là, je crois que on va s'occuper de ces gens qui ont commis des choses pareilles, mais qui sont des Congolais. Mais parmi ceux qui sont qui ont tué, là, parmi les assassins, il y a des Rwandais. Le Rwanda n'a pas signé le traité de Rome, mais on va mettre sur place un autre tribunal qui va juger ces gens, parce qu'il faut vraiment réparation, il faut qu'il y ait justice. Mais sans justice, on ne peut rien faire d'autre. Il y aura un tribunal qui va trancher tous ces problèmes-là. Alors, est-ce que Mme Moutoka, Oui, maintenant président. que la paix semble revenir, je dis bien semble revenir, on n'est pas encore sûr que ce sera la paix totale. Est-ce que avoir un marché commun régional avec les règles de l'art, toute la juridiction possible, vous avez un marché commun régional qui ne permet plus au Rwanda de passer par la mafia pour piller les matières premières de votre pays. Est-ce que vous pensez qu'enfin, avec ces accords, ce marché commun régional devient possible? Pourquoi pas? Je crois que comme on est voisins, on reste voisins, il y a des choses qu'on peut faire, en tout cas dans le cadre de la paix. Un marché commun. Par exemple, prenons le cacao. Il y a le cacao qu'on cultive au Congo, il y a le café qu'on cultive au Congo, et que de l'autre côté, au Rwanda, en Ouganda et tout ça, il y a des usines de transformation de cela. Pourquoi ne pas travailler avec ça et avoir de Madame l'argent? Moutoka, vous êtes la représentante du mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Mbemba. Quel est le rôle que joue votre président Jean-Pierre Mbemba dans ce moment difficile? Vous savez, la politique, c'est être courageux et voir clair. Jean-Pierre Mbemba a été blanchi. Il est ministre. Maintenant, quel est son rôle? Qu'est-ce qu'il a fait jusqu'ici, effectivement, pour que la paix enfin revienne? Mais une paix sérieuse cette fois-ci, pas une paix bancale. D'accord, Jean-Pierre Bemba ne peut pas faire l'usurpation de pouvoir. Jean-Pierre Bemba n'est pas seulement ministre, mais il est vice-premier ministre. Il était vice-premier ministre chargé de la défense. Mais les gens ont eu peur de lui parce que connaissant l'homme, ils ont dit non, 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 celui-là, on a inventé dans les réseaux sociaux beaucoup de choses. On croyait qu'il était même capable de faire un coup d'État et puis pour déboulonner le président Tshisekedi. Et pourtant, c'est pas ça. Non, c'est vraiment un bon élève.
Jean-Pierre Bemba est resté là-bas. Il avait même commencé comme l'armée est infiltrée et que la tête de l'armée congolaise, là, les Congolais, bon, ont été tués, ils ne sont plus là. Alors, avec 500, une armée congolaise, avec 545 officiers rwandais dedans. Et tous ces Rwandais sont de Tutsis, pas de Hutus. Ils ont occupé tous les postes de responsabilité pour juste paralyser le Congo en général. Et maintenant, pour Jean-Pierre Bemba, ce qu'il avait pris comme mesure, c'est qu'il demandait à tous ceux qui sont là, tous les officiers, de se présenter, de présenter leur CV, leur dossier qu'on voit, ils ont été engagés où. D'abord, ils ont fait quelles études, ils ont travaillé comme ça pour gravir les échelons et devenir des officiers. Et quand il a commencé à faire ça, ça n'a pas, disons, plus. Mais je crois que c'est Kagame qui a donné l'ordre et finalement on a dit à l'autre non, ce n'est pas sa place qu'on enlève là-bas. Et puis on a décidé de le changer et il est vice-premier ministre chargé de transport. Croyant en étant ministre, vice-premier ministre chargé de transport, on l'aurait puni, mais non, il est vraiment à sa place parce que maintenant il s'occupe et de transport aérien et de transport fluvial, voilà, des routes et tout ça. Et il est là, les ports, là où vraiment on faisait passer les armes et tout ça, il est sous son contrôle, il sait ce qui se passe, il est en train de travailler, il y a des plans et puis il suit la situation de plus près. Et quand il a vu que non, rien ne marchait et tout ça, il s'est levé et Jean-Pierre Bemba a commencé à dire aux gens, probablement pour dire que, bon, le gars qu'on a, qui n'est plus président de la République, l'ancien président de la République, n'est pas congolais. Et il faut vraiment, en tout cas, qu'il parte. Et puis, il ne peut plus, comme il est en train de négocier, de créer encore d'autres alliances avec certains Congolais comme Nanga. On a créé l'alliance de fleuve du Congo. Et avec ça, ils financent maintenant la rébellion. Ils veulent contourner et rentrer au Congo, disons avec les armes et paralyser toutes les institutions. Il a vu que ça n'allait pas. Et il a demandé, il a crié tout fort pour dire, jeunesse, où êtes-vous? Venez, faites-vous, disons, recruter dans l'armée, la police, les renseignements. C'est vous qui devez, en tout cas, assurer la sécurité de votre pays. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Faites ça, que ce soit à tous les niveaux, les universités, les écoles secondaires, un peu partout. Il crie, il appelle, oui, les mamans du marché, ne restez pas au marché. Vous savez, vous êtes la masse du quartier, tout ça. Soyez vigilants. Votre place se trouve là-bas dans la sécurité du pays. Le quartier, vous regardez, vous voyez quelqu'un, un mouvement flou, non, vous signalez directement que bon, non, ça ne va pas, nous avons des infiltrés et ça va aller. Donc, il est en train de mobiliser, de conscientiser la population pour que la population se prenne en charge. N'attendons pas que les Français viennent libérer le Congo. Nous sommes des Congolais et c'est notre pays. Et puis, faisons tout pour préserver ce pays pour qu'il ne disparaisse pas. Madame Mouteka, Oui. les Américains viennent avec ce qu'on appelle des règles qu'ils imposent. Je dis bien les Américains de Trump. N'oubliez jamais. Ouais. Est-ce que vous savez que votre pays fait partie des ressortissants africains qui n'ont pas pour le moment le droit de venir aux États-Unis? Comment vous pouvez expliquer que Trump vous impose la paix? Il a raison s'il peut le faire. Mais en même temps, les ressortissants de la République démocratique du Congo ne peuvent pas mettre les pieds aux États-Unis. Comment vous expliquez ça, Mme Mouteka? Voyons, la mesure a été vraiment, en tout cas, prise. Et en faisant ça, je crois qu'il a visé certaines personnes qui se font recruter pour pouvoir faire des coups d'État, commettre des coups d'État dans certains pays de terroristes. Et je ne pense pas que ce sont tout le monde, voilà. Madame Tout le Mouteka, monde, hein, voilà. les Congolais américains Ouais. qui ont voulu effectivement attaquer, vous vous souvenez, ce sont des Congolais américains qui ont à un moment donné
ont attaqué, je crois, la présidence. C'était ça. Ouais, ils ont fait un coup d'État manqué. Voilà. Ouais, un coup d'État Ils ont manqué. fait un coup d'État manqué et quand ils sont retournés aux États-Unis, certains d'entre eux auraient été arrêtés. On est d'accord? Ouais, d'accord. Bon, maintenant, tout d'un coup, les mêmes Américains qui disent, bon, ces Africains-Américains, on les a arrêtés. Est-ce que, en vous imposant d'une façon ou d'une autre, Ouais. c'est l'Union africaine qui aurait dû imposer la paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. C'est vrai que l'Union africaine a failli à son devoir. Un point intéressant, c'est ça la vérité. Mais qu'est-ce qui prouve maintenant que les Américains eux-mêmes ne cherchent pas à mettre la main, eux aussi, profiter de la situation actuelle pour piquer vos matières premières? La question, il faut la... Non, Madame Moutaka, il faut la Oui, poser. président Kabila. Les Américains ne viennent pas parce que c'est des anges. Ça, je vous dis, les Américains de Trump, ce sont des gens qui sont là pour des intérêts. Trump est un affairiste. Madame Moutaka, je vous le dis tout de suite, Ouais. vous devez le savoir, D'accord. et qui n'a pas d'état d'âme. Maintenant, qu'est-ce qui prouve, effectivement, qu'à travers ces accords, que vous allez être réellement gagnant? Mais il faut que vous soyez gagnant. Jusqu'ici, Madame Moutaka, vous avez perdu. Donc, moi, je veux bien que Trump mette cette fois-ci de l'ordre, mais avec beaucoup plus de sérieux. Oui, vous avez raison, Monsieur Camara. Vous avez vraiment raison. Mais le problème qui est là, nous préférons travailler avec lui. Voilà, on est allé vers lui pour lui dire que nous avons des matières premières. Mais nous voulons qu'il y ait des investisseurs qui vont s'investir sur ça. Vous êtes là, nous sommes là, parce qu'il n'y a pas des usines et tout ça, mais qui viennent, qui vont faire, mais qu'il y ait maintenant partage égal, donc gagnant-gagnant. Donc avec vous, mais pas avec les intermédiaires, comme ce qu'il faisait à côté. Et maintenant, comme Trump est intéressé par ça, mais c'est une bonne affaire. Celui qui perd, c'est Kagame, parce que c'était un marché qu'il avait, mais maintenant, bon, ce sont des investisseurs américains qui vont venir. Donc là, c'est sûr que avec Trump sur place, avec le service de sécurité qu'il va mettre pour qu'on ne puisse pas déranger les investisseurs américains qui seront sur place, parce que voilà, il n'y a pas de pays ami, il n'y a que des intérêts. Et maintenant, c'est un homme d'affaires. Voilà, un politique, mais un homme d'affaires. Mais Vraiment, il va je suis gratter désolée, quelque chose. mais pourquoi ne pas avoir réfléchi à appeler les investisseurs africains dans ce cadre? Oui, Si c'est pour parce que là, du coup, quelle est vraiment l'ambition? Quelle était l'ambition de vouloir absolument les Américains dans ce cadre-là? Parce que on parlait du peuple, vous parlez du peuple tout à l'heure, de dire que de les motiver, mais là, on parle de protection des investisseurs américains. Mais ce que les investisseurs américains vont faire, ils vont l'investir pour les États-Unis. Du coup, qu'est-ce que gagne réellement le Congo, le Zaïre, hein, la République démocratique du Congo? Qu'est-ce qu'elle gagne concrètement? Et aujourd'hui, pourquoi n'a-t-elle pas fait appel à sa diaspora ou à tout autre investisseur africain qui ont montré qu'ils ont de la réussite dans leur entreprise et peut-être même la technologie pour pouvoir la transférer sur le continent et vraiment marquer un réel tournant? Alors, disons qu'il y a investissement. Un Africain qui s'investit, quel est vraiment cet Africain-là qui a vraiment la capacité de s'investir dans des affaires comme des affaires qu'on a là, les minéraux et tout ça. Mais ce sont de grosses sommes, de grosses sommes. Quel est ce pays africain qui peut le faire? Mais par contre, les grands investisseurs, à part maintenant l'Europe, il y a les Chinois qui viennent là-bas, mais quand eux ils viennent, ils font autre chose et tout ça. Bon, ils travaillent pour eux, ils ne savent pas traiter convenablement les travailleurs avec dignité, avec respect. Mais par contre, les investisseurs, les grands investisseurs européens, donc les occidentaux, et ils ont des grandes, parmi les milliardaires. Et ils viennent, quand ils viennent,
Pas seulement venir investir et partir, maintenant construire des usines sur place de transformation des matières premières. Et avec ça, on va engager beaucoup de gens, on va absorber voilà, en tout cas, le chômage. C'est vraiment très intéressant d'être avec eux, avec les grandes puissances. Mais c'est bien, et puis, non, ils ont beaucoup de capacités. Madame Moutoka, votre pays a été colonisé par la Belgique. Et je crois savoir que la Belgique et la République démocratique du Congo entretiennent de très bons rapports. Oui. C'est ce qu'on nous dit. D'accord. Et maintenant, est-ce que avec la Belgique et les pays européens, est-ce qu'il y a une place pour que ces pays-là, qui sont quand même assez des pays humanistes, c'est-à-dire qu'on aime l'Europe ou pas, l'Europe viole moins les droits internationaux que par exemple, que Trump. Trump, lui, il viole toutes les lois, il s'en fout, il fait des affaires. Maintenant, est-ce qu'il y a une place pour la Belgique et les pays européens dans ce qui se dessine actuellement comme renouveau congolais? Est-ce qu'il y a une place? Ouais, disons quand nous parlons de l'Afrique, nous parlons de l'Europe, nous parlons de l'Amérique, ne visons pas Trump. Trump, c'est un individu, c'est un homme, il est là pour un temps, pour un mandat, et puis après, il va passer devant lui avec Trump est un homme comme tout homme. Mais attention, quand tu as un dirigeant politique qui fait une politique de tête brûlée, madame, c'est grave. Je ne sais pas si vous comprenez actuellement le comportement de Trump vis-à-vis de l'Ukraine. Mettez ça bien dans votre calendrier. Le comportement de Trump, c'est moi ou rien. C'est clair, madame, c'est très grave ce que je vous dis là. Donc, prendre Trump comme quelqu'un, évidemment, tout d'un coup, qui serait un faiseur de paix, moi je veux bien. Et c'est pourquoi j'insiste que l'Europe doit avoir une place dans ces accords actuels. Est-ce que c'est clair? Il faut que les Européens, qui sont assez humanistes, qui réfléchissent, qui savent ce que c'est que le droit de l'homme, le droit de la femme, le droit des enfants, il faut qu'ils aient une place actuellement dans ce futur, dans cette négociation qui fait que la paix semble revenir. Donc, Madame Mouteka, vous aurez tort de faire croire que Trump, tout d'un coup, est devenu un ange. Non, Trump n'est pas un ange. Trump est un homme d'affaires et il faut bien mettre ça dans votre calendrier. C'est un homme d'affaires auquel vous avez affaire. D'accord. Nous avons vu les Européens descendre en Europe. Nous disons que les Européens sont bien parce que nous sommes là. S'ils étaient méchants envers nous, on ne serait pas là. Hein. On ne serait pas là. Mais vraiment, nous sommes là et nous sommes fiers même d'être là en Europe et d'évoluer en Europe. Il y en a qui meurent, qui traversent, disons, par bateau et tout ça, pour venir rejoindre l'Europe et travailler pour être bien. Parce qu'on fuit la misère au Congo. Non, nous sommes très bien traités par l'Europe. Je prends le cas d'un Européen, d'un Français, qui est descendu là-bas, qui a vu ce qui se passe là-bas et tout. C'était le président Sarkozy. Il a vu, et puis après, et finalement, ce qu'il avait dit, c'est que, enfin, oui, le Congo est trop grand, trop riche et tout ça, il doit partager ses richesses avec le Rwanda, avec le Rwanda. Vous avez vu? Lui, il parle, il trouve ça. Tandis qu'avec avec Trump, le méchant, quand on regarde comme ça, on voit qu'il est méchant. Mais il a parfois un cœur, il y a des choses, mais il est trop autoritaire et parfois on ne sait pas quel pied il danse quand il s'élève, gauche, droite et tout ça. La situation de l'Ukraine. Et il a trouvé. Pour lui, il est très ambitieux, il a dit, moi je prends le pouvoir et je mets fin à la guerre. Ça va se taire, ça va se terminer. Bon, il croyait le faire facilement, mais ça fait maintenant des mois. Ce n'est pas facile, hein. Bon, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça va se terminer. Alors, pour Trump, nous, on voit ce qu'il représente. Il représente une grande puissance, un pays puissant, fort et tout ça, qu'il soit là ou pas, oui, mais en tout cas, qu'il s'engage et ces engagements-là, ça sera suivi par même ses successeurs. Alors, on veut très bien qu'il puisse avancer sur cela parce que pour lui, les accords,
de mettre fin à la guerre là. Et c'est quelque chose que nous saluons. Hein. Le Rwanda qui est en train d'agresser, et puis le dit fort, bien que c'est Kagame qui agresse, c'est Kagame qui fait ceci, tout, et ça tombe sur le dos de Kagame. C'est que les autres ne disaient pas. C'est que Kabila, pendant 18 ans, ne pouvait pas ouvrir sa bouche et le dire, tandis que Trump le dit clairement. Mais pourquoi Donc, il lui a est le pouvoir de courageux. le dire et pas d'autres dans ce cas-là? Ah, pardon? Pourquoi Trump a le pouvoir de parler Ouais. et pas d'autres dans ce cas-là? Oui, mais Est-ce que c'est pas juste une façon de nous montrer clairement qu'en fait, c'est les États-Unis qui sont aussi derrière cette guerre? je ne dirais pas ça. Moi, je ne dirais pas ça, mais je dirais que ce sont les hommes. Parce que c'est lui qui a utilisé, qui a formé Kagame. Ce n'est pas les États-Unis, mais c'est quelqu'un qui était là, qui l'a formé, qui l'a adopté comme son enfant et tout ça, qui a commencé maintenant à l'utiliser pour... c'est Bill Clinton qui a commencé à l'utiliser et tout ça. Et tout était parti de là. Tandis que celui-ci, il vient, qui connaît tout et tout ça. Non, on doit mettre Mais fin à comment on peut ça. justifier Voilà. qu'on mette fin à un crime contre l'humanité, contre ses ressources naturelles? Moi, c'est juste une question, même au niveau de la jeunesse, que j'aimerais pouvoir comprendre. Ouais. Parce que pour la population étant à 80% composée de jeunes, qu'est-ce qui va leur rester, clairement, quand ils arriveront à un âge avancé, si l'exemple qu'on montre aujourd'hui, c'est de nous dire que on peut mettre fin à la paix, enfin à la guerre, mais en contrepartie, on te prend quand même l'une de tes plus grandes ressources naturelles qui nourrit aujourd'hui le monde entier, c'est-à-dire que le digital dans l'ère dans lequel nous sommes aujourd'hui se nourrit justement du coltan et de plein d'autres sources minérales qui maintenant vont appartenir aux États-Unis pour un très gros pourcentage. Donc quel est le message derrière ça? Non, Que le président Ouais. justifie auprès de son peuple en lui assurant que certes il y a la paix, mais c'est aussi la paix pour le reste, pas juste une paix qui, ok, ne fait pas de mort, mais qui vont aussi faire perdurer les vies, parce que les ressources naturelles, c'est quand même ce qu'il y a de plus important pour la prospérité d'un peuple, parce qu'au-delà de la paix, il faut aussi après le nourrir. Non. D'accord, d'accord. Disons que la République démocratique du Congo a beaucoup de ressources. Même s'il n'y avait pas le coltan, ce serait toujours bien. Nous avons, disons, la République démocratique du Congo avec ce que nous connaissons comme forêt équatoriale qui est pays solution à tout ce que nous voyons. On a souffert hier, avant-hier, et tout ça, canicule et tout ça. Mais le problème de réchauffement climatique, c'est en République démocratique du Congo, là. Bon, parmi les pays solutions, après Amazonie, c'est la République démocratique du Congo. Donc, avec seulement la terre, on peut vraiment, en tout cas, nourrir. C'est un pays continent, mais qui a tout. Les minéraux, ça peut même s'épuiser, le coltan. Il y a encore beaucoup de minéraux là-bas et tout. Mais le problème qui est là, on ne met pas l'accent sur les minéraux. Et s'il y a des minéraux, on voudrait bien que ces minéraux soient là, mais que ça puisse profiter à tout le monde. Hein? À Bon, tout le monde. nous C'est très sommes bien. très heureux de vous avoir reçu. J'espère que le message a été clair, que les Congolais, évidemment, avec ces accords, ne seront pas perdants et que Trump va imposer la paix. Nous le souhaitons vivement, mais nous sommes, nous, assez attentifs. C'est-à-dire que on attend la suite, puisque le prix Nobel de la paix lui-même n'est pas d'accord, et n'est pas du tout d'accord que les choses se soient passées comme ça vient de se passer. Nous restons donc assez, disons, attentifs. En tout cas, on vous remercie, vous qui êtes la représentante du mouvement de libération du Congo, d'être venue. On espère avoir sur ce plateau d'autres Congolais pour que la République démocratique du Congo se remette de ses blessures. Merci, madame, et à très bientôt.
Alors, nous vous remercions aussi, sincèrement, au nom de tous les Congolais, au nom du mouvement de libération du Congo, au nom de Jean-Pierre Mbemba. Alors, moi, je vous dis sincèrement merci de nous avoir reçus et de tout ce que vous voulez, cette collaboration, que ça ne reste pas, disons, que ça ne stagne pas pour juste un temps, mais que ça soit vraiment quelque chose de bien et que tous moi je veux dire, tous les Congolais qui ont disons l'intelligence, qui ont des solutions, puissent être reçus dans ce studio et que le message puisse être véhiculé. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.